Bienvenue sur Work in Progress. Moi, c'est Mathieu et chaque semaine, j'explore le futur du travail avec une vision qui intègre le bien-être et la santé à travers des gens qui font, qui testent des choses concrètes pour construire un futur souhaitable et partagent ce qu'ils ont compris sous forme de clés d'action pour aider chacun de nous à mieux travailler. Ce podcast est fait pour vous si vous voulez être architecte et non victime de votre futur. Parce qu'à chaque épisode, vous repartez avec une action concrète à mettre en place maintenant. Il faut une bonne dose de courage pour s'exprimer sur le burn-out qui est un sujet encore tabou malgré le fait qu'il touche des millions de personnes. Jennifer Limar a accepté de revenir sur le sien, qu'il a fait quitter sa carrière en finance un 29 mai 2019 alors qu'elle avait 37 ans pour devenir coach certifié spécialisé en prévention et reconstruction burn-out. Aujourd'hui, elle accompagne surtout des femmes écrasées sous le poids de la charge mentale pour les aider à transformer leur vie, mais je suis certain que cet épisode parlera aussi aux hommes. Dans cet épisode, elle donne des clés très précieuses de prévention et reconstruction, parce qu'il faut de la lucidité pour détecter les signes avant-coureurs, de la sagesse pour éviter d'aller soi-même au tapis et du courage pour se reconstruire. Bonjour Jennifer. Bonjour Mathieu. Bienvenue sur Work in Progress. Sincèrement, merci d'avoir accepté de venir parler de comment éviter un burn-out en revenant sur le tien. La démarche est courageuse et je pense aussi d'utilité publique parce qu'on parle d'un sujet encore plutôt tabou et mal compris. Et les derniers chiffres que j'ai font froid dans le dos. On parle de 2,5 millions de salariés qui seraient touchés par un burn-out sévère en France en 2022 et le nombre de burn-out graves aurait augmenté de 25%. J'ai vu que c'était 50% des gens qui déclarent être en détresse psychologique au travail en France. Donc peut-être que d'autres chiffres viendront contredire. Mais en bref, ces chiffres-là, ils veulent dire qu'il y a trop de gens géniaux qui se lèvent épuisés le matin, que de manière plus large, vu l'ampleur des défis auxquels notre génération doit répondre, défis écologiques, politiques, sociétaux, on a vraiment besoin de gens heureux et en forme au travail. Et d'ailleurs, c'est une des raisons qui m'a poussé à créer ce podcast sur le futur du travail. Et donc, je vais te laisser te présenter avant d'entrer dans le vif du sujet, Jennifer. Eh bien, écoute, moi je m'appelle Jennifer Limar, j'ai 39 ans, j'ai quitté Paris avec petite année pour aller vivre dans les Landes. Et effectivement, j'ai traversé, comme tu disais, ce malheureux phénomène de société qui est le burn-out en mai 2019. Voilà, je raconte un petit peu mon parcours, je pense, tout à l'heure de comment ça s'est passé, mais aujourd'hui, en tout cas, j'en suis sortie et j'ai 2 activités. Je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux pour une partie qui a rien à voir, l'alimentation végétarienne sans gluten, et surtout, ce qui m'anime aujourd'hui, c'est accompagner principalement les femmes qui, elles aussi, ont été touchées, qui ont sombré sur le poids de la charge mentale et du burn-out, effectivement, à retrouver qui elles sont pour savoir réellement pourquoi elles sont faites. Et ça c'est ce que je fais au quotidien, et ce qui m'anime. Le burn-out est super mal compris, encore tabou, et j'entends trop de personnes qui confondent ça avec une déprime passagère. Du coup, je voulais démarrer, entrer dans le vif du sujet avec une première question qui est la suivante, c'est quoi scientifiquement, médicalement, le burn-out? Qu'est-ce qui se passe en fait? Alors, en fait, le burn-out, effectivement, c'est quelque chose qui est assez récent. Tu disais tout à l'heure, c'est encore tabou. Alors effectivement, moi qui baigne dedans depuis des années, j'ai l'impression que ça se démocratise, mais en fait, quand tu creuses un peu, tu te rends compte que c'est quelque chose qui est vite mis sous le tapis, parce que c'est lié à ce qu'on appelle à de la souffrance, comme la souffrance au travail. La souffrance, c'est pas sexy, ça fait peur, ça donne pas envie, donc on n'a pas trop envie d'en parler. Maintenant, du coup, le burn-out, c'est quelque chose d'assez récent, et je pense qu'on n'est pas arrivé au bout du pourquoi, du comment. Scientifiquement et médicalement, je vais te donner en tout cas mon point de vue. Je suis très lucide sur le fait que comme c'est quelque chose de récent, moi j'ai des connaissances, je me suis renseignée sur ce qui se passe, j'ai un vécu. Maintenant, est-ce que je suis une experte? Je ne sais pas, parce qu'on est, je pense, qu'au début d'un apprentissage de ce qui se passe chez l'individu aujourd'hui au travail. Maintenant, ce qu'on sait, c'est que le burn-out, en fait, c'est la rencontre d'un individu et d'un environnement de travail qui a été dégradé. Et c'est cette rencontre-là qui fait que, ce sont 2 facteurs externes et internes, qui fait qu'effectivement, on arrive à une crise de l'individu et qu'en fait, qu'il se crame. Il se crame généralement, pourquoi? Parce que, bah, il n'a pas les ressources suffisantes face aux exigences, finalement de son employeur et au travail, où souvent il y a une problématique de valeur qui n'est pas respectée. Et en fait, il y a cette espèce de déséquilibre et de presque de schizophrénie entre ce pourquoi la tâche qu'on m'a demandé, le je dois bien faire, et finalement qui je suis intrinsèquement. Et il y a en fait cette dissonance, ce dilemme entre l'individu et l'environnement de travail. Et c'est là qu'effectivement, on se retrouve dans ce qu'on appelle un facteur de suradaptation de l'individu,
pour finalement, faire, correctement ce pourquoi il a été missionné et finalement avec cette dualité de qui il est vraiment et c'est ça en fait aujourd'hui, le burn-out et en fait, je vais te donner la définition du burn-out qu'on peut retrouver aujourd'hui dans le rapport, d'un rapport, qu'on a sur, travail, point .gouv. Cette définition dit que le burn-out se traduit alors par un épuisement physique, émotionnel et mental qui résulte d'un investissement prolongé dans les situations de travail exigeantes sur le plan émotionnel. Donc ça, c'est une définition que tu peux trouver de manière un peu plus institutionnelle. Sauf qu'effectivement, en fait, ça veut dire quoi concrètement? Un burn-out, comme je te dis, c'est bien la rencontre d'un individu sur un terrain, donc un endroit, un environnement, donc l'environnement de travail, et l'individu en tant que tel. Et en fait, comme je te dis, cette suradaptation, en fait, c'est également, en fait, une crise identitaire de l'individu. Et ça, on n'en parle pas assez. On parle de cette notion d'épuisement, des fatigues, parce que le burn-out, c'est quoi? C'est à un moment, bah, tu étais cramé, hein, un matin, souvent, on entend beaucoup de gens le vivre, se pousser à bout jusqu'à un moment, le choc, hein, crise de panique, un matin, on se lève plus et cetera. Donc littéralement, l'individu est vidé littéralement de son énergie. Mais en fait, la question c'est pourquoi ces individus se vident de leur énergie? Pourquoi ils ont été jusqu'à se cramer, en fait? Qu'est-ce qui pousse ces gens à pas avoir dit non avant ou ne pas avoir écouté des symptômes? Et en fait, c'est là qu'on se rend compte et sur lequel on ne parle pas assez, qui est qu'effectivement, le burn-out, en plus d'être effectivement un sujet dans l'entreprise de comment on gère les individus, jusqu'où on les pousse, il y a aussi la part de responsabilité de l'individu avec cette crise identitaire qui les font effectivement, se cramer au travail ou ailleurs parce qu'on se rend compte aussi qu'il y a, beaucoup de burn-out chez les chefs d'entreprise ou les solopreneurs et finalement ils ont pas une organisation au-dessus de leur tête. Mmh. Et ouais, c'est intéressant ce que tu dis, la question du pourquoi, parce que du coup, on voit bien que c'est un sujet qui est complexe, qui dépend aussi de chaque individu et chacun peut traverser un burn-out différemment. Ce que je voulais savoir si tu es d'accord, c'est pour toi, du coup, ça a ressemblé à quoi? Est-ce que tu pourrais nous partager, ton expérience du burn-out et peut-être les déclics que tu as eus ou les différentes étapes, tu vois? Pour savoir, concrètement à quoi ça peut ressembler aussi. Alors effectivement, je te rejoins. Je pense que, comme c'est quelque chose hem, de nouveau, hein, aujourd'hui, le burn-out, je pense qu'il y a presque, je dirais presque, hein, autant de formes de burn-out que d'individus, parce qu'on parlait certainement, tu as des symptômes tout à l'heure, mais il y en a 130, donc il va se manifester, il va être propre un peu à chacun parce que forcément on est sur un terrain, donc une entreprise, un terrain et un individu, donc toute une personnalité. Néanmoins, moi, la manière dont je l'ai traversée, je travaillais en finance, hein, à Paris. Je bossais comme responsable de programme, de parcours, à la refonte de crédit, pour les professionnels. J'avais une équipe en plateau, de plusieurs dizaines de personnes, 30-40 personnes et je pilotais, plusieurs millions de budget. Hem, j'ai un profil, voilà, on va parler, hein, de tout mais je cochais, quasiment toutes les cases du profil. Moi, je dis burné, il y a des gens qui disent burn-outé, enfin voilà, mais par habitude, j'ai le profil du burné. Hem En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, j'avais une surcharge de travail. Je faisais au moins le travail de 4 personnes. J'étais également en direction centrale, donc j'étais dans un climat complètement, délétère. En gros, ce que je dis, c'est que je vivais dans un climat, c'était Game of Thrones en version réelle, quoi, hein, ou Is No Good, qui tu veux, hein, qui veut prendre la place le calife qui prend la place du calife, quoi. Donc je Ça fait vivais envie. ça, mais c'était une réalité, voilà, j'avais une trentaine, j'avais, 32-33 ans, j'arrivais dans un monde, hyper masculin, très patriarcal, hem, où effectivement, j'avais une forme, je pense, de naïveté, parce qu'effectivement quand j'ai pris cette mission avait, 4 pans, 2 pans quanti, hein, voilà, ce qu'on appelle l'efficacité opérationnelle. On investit, on veut de la rentabilité, enfin normal et il y avait aussi des pans, quali qui étaient vraiment, le pourquoi on le faisait, la satisfaction client, la satisfaction des collaborateurs. Donc, finalement, cette mission, pour moi, elle avait un vrai sens au départ. C'était, hyper important. Et puis, voilà, comme je dis, j'ai un profil, et donc, dans ce profil-là, du burn-out, j'étais quelqu'un d'extrêmement investi, et pour lequel bah, j'avais dit OK pour cette mission, et bah, il fallait y aller au bout, quoi. Donc, on manquait scrupuleusement de moyens malgré les millions, voilà, surtout de moyens humains. Du coup, on compense énormément.
Et en gros, voilà, un jour, avec la le mélange de ce climat justement, délétère et ma personnalité qui est, bah, je me suis engagée à faire ça et ce pourquoi je le faisais, bah, un jour j'ai cramé parce qu'en plus de ça, le pourquoi je le faisais était en train de se transformer en unique et seule raison qui était, l'efficacité opérationnelle. Ça veut dire quoi efficacité opérationnelle? Bah, je te donne tes millions, que je te débloque, tous les, quadrimestres, semestres, si effectivement, tu rentres dans ton efficacité opérationnelle, c'est-à-dire, tes tableurs Excel, hein, et savoir combien tu dégages de personnes. Voilà, en gros, c'était un peu ça. Et du coup, là, il y avait une perte de sens, littéralement de ce pourquoi je le faisais. Et donc en fait, tu te retrouves avec une vraie schizophrénie, sauf qu'effectivement, au moment où j'ai cramé, c'est-à-dire le 29 mai 2019, il y a eu un certain nombre de symptômes, mais que j'ai pas écoutés. Et en fait, bah, c'est très simple, ton corps, c'est une machine, il essaye de t enfin, il faut l'écouter. Je faisais partie de gens qui ne l'écoutaient pas à l'époque. Un certain nombre de symptômes, sont apparus. Voilà, je les écoutais pas vraiment, je soignais ça avec un base de Doliprane, allez, j'allais me défoncer un petit peu au sport et cetera, on passait à autre chose, un peu comme, voilà, tu mets ça sous le tapis et puis, il y a un moment, à force de pas les écouter, le corps a pris le dessus. Il a dit: «Mais en fait, elle les a pas écoutés les uns après les autres», parce qu'il essayait de se tester différemment. Puis un jour, il m'a fait comme un feu d'artifice, il m'a fait le bouquet final. Voilà, et une sorte de bouquet final, donc je vais donner mes symptômes. Au-delà des maux de tête que tu retrouves partout, des problèmes gastriques, les insomnies, donc la fatigue qui est plus que chronique et également, le stress. Il y avait une perte de concentration, énorme. Par exemple, moi j'oublie rien, je me perds pas et cetera. J'oubliais mes cartes dans les pièces, je me trompais de sortie de métro, enfin voilà, à un moment, je ne m'aidais plus tellement j'étais épuisée, j'en rajoutais. Au-delà de ça, j'avais, également un truc qui commençait à m'arriver, où là, ça commençait un peu plus à m'alerter, c'est que tout d'un coup, en fait, on est tellement fatigué, tellement on tient par les nerfs, je commençais à avoir des crises de larmes, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment, je me mettais à pleurer, mais d'épuisement, parce qu'en plus de ça, tu ne dors plus et en fait, mon corps a tenu jusqu'à un moment où le 29 mai, 2019, bah, en fait, tu te lèves, tu es conscient parce qu'en fait, comme, tu es en ébullition permanente de au niveau de ton cerveau, tu te lèves, ton cerveau est très, très conscient, mais par contre, tu es incapable de bouger. C'est-à-dire que tu as épuisé le jus, enfin pour mon cas, j'ai épuisé le jus à 100 de la machine qui est mon corps. À force de pas l'avoir écouté, elle a dit: «OK, tu as été au bout, on arrête tout» et un matin, bah, en fait, tu vois que tu es conscient, mais tu peux plus bouger. Tu es dans ton lit OK. et tu peux plus bouger. Donc là, effectivement, là, j'ai dit: «OK, là, il se passe un truc». Là, je pense que je suis allée un peu, au bout et forcément, bah, je finis par aller voir mon médecin, le coup près tombe, je suis en burn-out. En 2019, le burn-out, pour moi, je sais pas ce que c'est, quoi. Donc voilà, c'est quoi un burn-out? Ça veut dire quoi? Bah, déjà: «Madame, vous allez vous arrêter une semaine». Forcément, comment ça une semaine? C'est pas possible, j'ai du travail, mes collègues, la mission, le job, mes chefs et cetera. Donc on est dans le déni total auquel s'ajoute ce que la culpabilité, voilà, la culpabilité, puis de se dire: «Mais attends, c'est pas possible, ça peut pas m'arriver à moi». Moi je suis forte en fait, c'est pas possible que ça m'arrive à moi. Enfin voilà. Donc toute cette phase-là et puis finalement, ce qui est assez drôle, c'est que quand tu t'arrêtes, bah, il y a cette espèce de vide et là en fait, les symptômes, je me suis mis à tous les entendre. Parce que forcément ils s'arrêtent pas du jour au lendemain parce que tu t'es arrêté, hein et là je commence à entendre tout ce qui se passe et là je me dis cette phrase, qui me dit: «Mais en fait, si j'y retourne, je vais mourir quoi». Mmh. Et là, il y a cette 1re prise de conscience, même si la culpabilité, est très forte et en plus, bah, l'incompréhension et puis, en fait, au départ, on comprend pas, il y a une forme de colère. Colère par l'employeur, parce qu'il s'est passé des choses qu'on parlera pas forcément ici, mais il se passe des choses, qui font qu'il y a une vraie colère vis-à-vis de l'employeur parce que, quand tu fais partie d'un programme, talent où tu t'es donné pendant 13 ans, où effectivement tu as eu un chemin dans cette entreprise pour lequel tu t'es donné, du jour au lendemain, quand tu as un genou à terre, tu es plus qu'un numéro, en fait. Tu es plus que le numéro de Mmh. matricule et puis, en tout cas, je sais pas comment c'est aujourd'hui, mais en tout cas, en 2019, bah, tu es devenu un problème. Voilà, tu as un effectif, vide, en fait, donc ça devient un problème. Donc il y a de la colère vis-à-vis de l'employeur et en fait, le cheminement après fait que tu te rends compte qu'il y a aussi une colère vis-à-vis de toi-même, la colère de justement de se dire: «Mais finalement, j'ai aussi ma part de responsabilité, d'en être arrivé là, en fait». Ouais. Et de pas m'être écoutée, malgré effectivement la sonnette d'alarme de mon corps qui m'a envoyé une multitude de symptômes. Et voilà, le jour où tu es le pied à terre, bah, ce qui est hyper important et c'est aussi ce que souvent les gens ne font pas, bah, tu as cette phase, ce que j'appelle moi, dans mon jargon, dans mon histoire, ce qu'on appelle la phase de Zombieland. Alors des semaines, des mois, en plus ça va dépendre des personnes. Je erre dans mon appartement, canapé, lit, lit, canapé. Bah, je ne fais que ça.
la moindre tâche dans mon agenda devient une corvée, c'est-à-dire même aller voir mon médecin, parce que forcément on te fait renouveler nos arrêts de travail, donc on n'a pas beaucoup de choses, même aller voir mon médecin, qui est pour mon bien, c'est insupportable. Nous qui avons l'habitude d'avoir des to-do list, 50 choses dans une journée à produire, là quand on en a une, c'est panique à bord, c'est quasiment Mmh. le biais de la panique. Faut se laver, hein, c'est horrible à dire, hein, mais il faut se laver, des choses, non mais ce qu'on appelle les besoins primaires devient une tannée. Se laver, s'habiller, manger, voilà, ça devient une tannée parce qu'on est, on est mort, quoi. Et là, on est d'accord, tu étais dans un état donc d'épuisement, mais tu étais pas déprimé? Enfin, ce que tu es en train de dire, c'est que c'était juste difficile de faire ça? Parce que souvent, il y a une confusion, j'ai l'impression, entre: «Ah ben Ah non, mais ça c'est bon, tu traverses une déprime». Ah mais non, en fait, c'est juste épuisé, quoi. Ah non, on est épuisé. Alors, après je te finis mon parcours, mais pour revenir là-dessus, je vais même te donner un peu ce qui se passe et je peux essayer de faire le lien avec mon parcours. En fait, ce qui est assez drôle, c'est que, je sais pas si tu le sais, mais le burn-out n'est pas reconnu comme une maladie professionnelle. Ce qui fait qu'effectivement, même ton médecin te dit: «Bah, en fait, je vous arrête, vous êtes épuisé, voilà, vous êtes en burn-out». Mais en fait, sur ton arrêt de travail, il y a pas marqué burn-out vu que c'est pas reconnu, il y a marqué dépression. Ça veut dire que c'est pour ça que c'est toujours très drôle. Je me dis: «Mais comment ils font leurs statistiques aujourd'hui, concrètement?» Étant donné qu'au niveau médical, personne n'est référencé comme, quelqu'un qui est en burn-out, mais quelqu'un de dépressif. Je ne suis pas dépressive. Voilà, il y a une différence entre la dépression et le burn-out. Effectivement, pour certains, le burn-out qui est une vrai épuisement, hein, c'est-à-dire, c'est quelqu'un, qui vit pas le moment présent. Le burn-é, c'est quelqu'un qui est dans l'anticipation permanent, en fait, qui vit pas le moment présent, qui se suradapte et cetera et qui se crame. Un dépressif, c'est autre chose. On est plutôt quelqu'un qui est sur le passé, avec la mélancolie, une forme de tristesse et cetera. Néanmoins, quelqu'un qui est en burn-out avec ce qu'effectivement, quand tu dis la phase de Zombieland qui est loin d'être sexy, peut entraîner, une forme de dépression, mais pas l'inverse. Mmh, Et ça, c'est, médicalement, prouvé. Donc non, non, d'accord. c'est pas du tout une dépression. Par contre, effectivement, on m'a dit médicalement, tu es stigmatisé, dépressif, ce qui n'est pas le cas. Et c'est là que ça devient drôle parce qu'effectivement, je fais un parallèle sur autre chose, c'est que, heu, c'est là qu'il y a un désarroi médical, un vrai sujet. Je pense que malheureusement pour l'avoir vécu, tous les médecins, sont pas encore parés à ça aussi, parce qu'effectivement c'est quelque chose de nouveau. C'est lié beaucoup à la crise identitaire et finalement qu'est-ce qui se passe aux gens qui sont en burn-out? Tu te trouves aller chez ton médecin qui va te renouveler des arrêts maladie et qui t'offre que 2 choix, enfin 2 possibilités, donc de t'arrêter et de te reposer et de prendre des médicaments. Ce qu'on appelle des anxiolytiques, des antidépresseurs, voilà, et c'est la seule chose et ensuite la seule chose qui s'offre à toi, une fois que tu vas un peu mieux, c'est-à-dire que tu es un peu plus en mesure de sortir de chez moi et de rajouter un rendez-vous supplémentaire, heu, s'accompagne la deuxième possibilité qui est un accompagnement un peu plus, mental par un psy ou un psychiatre. Donc soit effectivement tu vas voir un psychiatre, et une partie est remboursée par la sécurité sociale. Mais effectivement, je prends un exemple là, pour le coup, moi, j'ai pas ce que j'ai fait, mais c'est le cas d'une amie qui a décidé en plus d'aller voir un psychiatre reconnu sur Paris, sur le burn-out, mais forcément qui a des dépassements d'honoraires de fois 3 fois 4. Ouais. Donc il faut avoir les moyens d'avoir une séance toutes les semaines, donc c'est un vrai budget et là, effectivement, c'est reconnu en tant que psychiatre et c'est une partie est pris par la sécu, mais avec le dépassement d'honoraires, voilà, qui lui, en tout cas, est en mesure en plus de te, donner des médicaments, supplémentaires ou sinon tu vas voir le psy, voilà, qui lui, pour le coup, n'est pas du tout remboursé, par la sécurité sociale et aujourd'hui, c'est tout ce qu'il existe. Ah ouais, OK, c'est les C'est 2 tout ce options. qu'il existe. C'est 2 options. Sinon, après, si tu veux t'en sortir, c'est d'autres choix, beaucoup plus holistiques, mais qui ne sont pas forcément reconnus, et qui sont à ta charge. OK. Et toi, tu as fait Donc effec comment? Alors moi, effectivement, une fois que j'ai réussi à passer au bout de quelques mois, ce que je te disais la phase de Zombieland, donc effectivement, succession d'arrêts maladie, bah, tous les mois, hein. Au départ, c'est toutes les semaines, mais après, ton médecin t'arrête tous les mois. Donc moi, effectivement, je suis allée voir une psychologue, dans un 1er temps, pour parler, essayer de comprendre pourquoi moi, plus plutôt sur la notion de de passer, revenir sur ce qui s'est passé. Ça a duré quelques mois. Ça a été un peu mieux, mais j'ai commencé à me dire: «Il me faut autre chose». Parce que ce que je t'ai pas dit aussi sur le burn-out, c'est que le burn-out aussi, forcément, comme tu t'es cramé, parce que tu es en stress chronique, ce qu'il faut savoir qu'au niveau de ton cerveau, comment ça fonctionne quand tu es en stress chronique, le stress, il peut être bon. Le premier stress, c'est ce qu'on appelle, la survie.
Voilà, c'est-à-dire que, tout d'un coup, tu vois, une situation dangereuse, c'est normal, montée d'adrénaline, tu te bats, tu fuis, normal, la situation se termine, tu es plus censé être en stress. Aujourd'hui, la majorité des gens sont en stress chronique, ce qui fait que comme tu donnais les statistiques que tu donnais en début du podcast sont les suivants. C'est parce que les gens sont en situation de stress chronique, donc en stress permanent, ce qui n'est pas normal. Ça veut dire que ton cerveau pense que tu es en danger, littéralement, H24, donc ce qui génère Mmh. aussi, beaucoup de problématiques dans ton corps comme le cortisol qui à long terme est finalement un poison. Donc ce stress chronique effectivement qui fait que, bah, tu es en stress, permanent. En fait, ça fait quoi aussi dans les symptômes du burn-out? Ça veut dire que tu as une dissociation totale de ton corps et de ton esprit. Ça veut dire qu'en fait, à un moment, tu es ce qu'on appelle en pilotage automatique et qu'il y a une déconnexion totale de ton corps et ton esprit. Et effectivement, donc, dans ma reconstruction, à un moment, je prends conscience de ça, que je suis complètement déconnectée de mon corps et de mon esprit, que je suis pas là, et que sinon je l'étais déjà en amont, hein. Juste avant que je burn, j'étais en total pilotage, automatique. Et là, je me dis: «Mais comment je reconnecte mon corps et mon esprit?» Parce que franchement, c'est pas avec mon médecin généraliste. Ma psy, elle est géniale, mais c'est pas avec elle. Et là, forcément, m'intéresse à tout ce qu'on appelle des méthodes un peu plus, holistiques. Et donc là, que je commence à reprendre petit à petit du yoga. Alors je dis ça, ça me dit: «OK, super, il y a plein de gens qui font du yoga». Moi personnellement, juste avant mon burn-out, je faisais pas du tout du yoga. Je faisais du running à 10-15, kilomètres, dès que je sortais, tous les dimanches. Je faisais plutôt du crossfit, de la boxe, enfin voilà, donc pas du tout ce type, de pratique ou limite quand tu m'emmenais 1 ou 2 fois sur un cours de yoga, j'étais en train de dire: «Mais qu'est-ce qu'on fait? Je m'ennuie». Voilà, donc c'était mon profil d'avant. Et là, forcément, mon corps étant complètement ratatiné, aujourd'hui, à ce moment-là, le yoga, par exemple, est totalement le rythme qu'il me faut. Et là, je commence par des cours une fois par semaine, ce qu'on appelle le yoga yangar. C'est quelque chose d'1 heure et demie, quelque chose de très lent sur la posture, etc. Et je rencontre un prof exceptionnel. Voilà. Et c'est un premier élément qui me reconnecte à mon corps. Et je vais aussi faire ce qu'on appelle des cours de méditation coréenne, des choses un peu différentes. J'apprends la méditation, j'apprends ce qu'on appelle le tapping. Le tapping, c'est ces points un peu d'acupuncture sur ton corps pour reprendre la connexion, à mon corps. Et pareil, je continue à faire ce qu'on appelle des séminaires d'apprentissage de yoga, de méditation, de méthodes asiatiques et coréennes pour me reconnecter à mon corps. Ça a été, hyper important sur cette reconnexion, à mon corps pour récupérer mon énergie. Parce qu'effectivement, vu que tu t'es vidé, si tu récupères pas ton énergie, à un moment, tu peux essayer d'entreprendre plein de choses au niveau mental, mais en fait, tu vas droit dans le mur parce que dès que tu as le sentiment d'avoir un petit regain d'énergie, pof, tu te fais rattraper par la patrouille, à savoir que, bah, tu repars pour, 3 semaines en arrière parce que tu voulu aller trop vite. Donc ça, c'est hyper important. Et ensuite, une fois que je me suis sentie un peu mieux, donc tu me l'as pas demandé, mais il faut savoir que moi, j'ai mis plus d'1 an à sortir de mon burn-out. Plus d'un an, au moins. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que, j'ai eu ce moment, parce qu'il y a plusieurs phases, hein, dans le burn-out, à un moment où j'ai dit: «OK». Heu heu, j'ai discuté avec ma psy, je commence à entrevoir le pourquoi, j'ai fait ça, ce qui m'est arrivé. Je commence à regagner de l'énergie, à reconnecter mon corps et puis surtout prendre conscience de mon corps, en fait, de ce qu'il est et comment je dois en prendre, soin, comment il fonctionne et cetera. Là, je me dis: «OK, je sens qu'il me faut il me faut un projet. Il me faut quelque chose. Je sens que j'ai besoin de repartir». Pour la faire courte, ça se passe pas très bien avec mon employeur, cette notion de rupture conventionnelle, et en fait, il y a cette colère qui se dit: «Voilà, cette rupture, je la vole pas, forcément, j'ai passé des années, j'ai envie d'avoir mon chômage et cetera pour forcément voir venir, donner un peu de temps parce que là, je suis pas guérie et je suis pas la personne d'avant». Alors bien évidemment, l'idée, c'est surtout pas de revenir la personne d'avant. Ça se passe pas très bien et du coup, bah, finalement, je prends la décision de démissionner. Démissionner pourquoi? Parce qu'en fait, être toujours en contrat avec ton employeur qui est finalement ton bourreau, qui est l'environnement bourreau, Mmh. fait que il y a comme un plafond de verre. C'est-à-dire que tant que tu es en lien avec lui, tu as beau essayer de vouloir t'en sortir, il y a un plafond de verre. Il y a un plafond de verre pourquoi? Parce que tu reçois des courriers, à un moment tu dis: «Est-ce que j'entreprends une démarche avec un avocat?» et cetera. Dès que j'avais voyé son nom arriver, c'était panique à bord. Et des fois, quand je travaillais avec ma psy, on passait on avançait des choses, et cetera. Je reprenais une séance, il se passait un événement, un message avec eux, un courrier mensongeux souvent des fois, et cetera. Et elle me disait: «On repart 3 mois en arrière».
Donc tu te rends compte Mais que, ouais. garder le lien, faut pas. Donc je finis par prendre la décision en juillet 2020 de démissionner parce que je sens que, bah, c'est nécessaire à ma santé mentale. Voilà, je fais le choix de me dire: «OK, je me coupe de ressources». Je fais le choix de pas me battre. C'est pas un regret, il y a peut-être un peu de remords de me dire: «Le problème, c'est que c'est un peu David contre Goliath quand on est sur des entreprises du CAC 40 avec autant de moyens», qui jouent la montre, hein. Ils le savent, hein. Ils le savent très, très bien. Ils jouent la montre dans des situations, comme celle-ci. Et c'est là que, je te dis: «OK, là, en fait, il y a 2 solutions. Soit je continue à vouloir me battre pour des droits, en fait, ce qui sont des droits, hein, pour le coup, Mmh. de travail, mais qui vont, continuer à user ma peau et mon temps, ou finalement, je décide effectivement, bah, de prendre sur moi et de jouer sur ma sécurité financière et de démissionner et de partir sur autre chose». J'ai fait ce choix grâce à un travail de me dire: «OK, en fait, ma santé par rapport à ce que j'ai vécu», comme je dis, j'ai cru que j'allais mourir, étant plus importante, je fais le choix de démissionner et une confiance en la vie de me dire: «Il se passera des choses correctement pour moi». À titre d'information, j'avais aussi une activité, tu sais, sur les réseaux sociaux que j'avais, complètement mis en stand-by aussi parce que j'étais incapable de rien faire et comme quoi la vie est plutôt bien faite, quelques semaines, plus tard, bah, je recommence à m'activer un petit peu sur le sujet et j'ai des plus gros contrats professionnels qui tombent. Donc c'est très, très cool. Tu as envie de te dire: «Mais c'est génial, j'ai une passion qui est en train de finalement de me faire vivre» et la preuve en est comme quoi finalement on fait pas les choses par peur et par amour de soi, les choses elles arrivent. Je vais peut-être paraître un peu perché, mais finalement c'est réellement, la conclusion de ça. Sauf qu'effectivement, c'était très chouette, sauf que par contre, ça ne m'animait pas. Alors je fais ça pendant plusieurs mois, hein, Mmh. sauf que je trouve ça très sympa, mais ça ne m'anime pas. Ça ne me fait pas vibrer. C'est une forme de passion, sauf qu'évidemment, quelque chose qui est un hobby quand ça devient ton travail, c'est plus tout à fait la même chose et le pourquoi je le fais, bah, il n'y en avait pas vraiment. C'était juste chouette, j'aime bien cuisiner et cetera et du coup, j'arrive dans une deuxième phase d'introspection qui est: «Mais en fait, bah, je suis qui?» En fait, je suis qui réellement et qu'est-ce que je veux faire en fait? Il y a une différence entre qu'est-ce que je suis capable de faire, c'est-à-dire mes compétences. Donc, tu me demandes de retourner en banque, j'ai les compétences pour aller en banque, par contre. Mais maintenant, est-ce que le pourquoi dans ces univers-là, est-ce que ça m'anime? Est-ce que c'est, réellement mes talents innés et est-ce qu'il y a un vrai pourquoi? Bah, je l'ai pas. Et c'est là que j'entreprends une démarche de coaching et que je me fais accompagner. Et là, effectivement, on travaille plus sur le passé avec la psy, mais on travaille réellement sur, bah, qui je suis, Ouais. qu'est-ce que je veux faire et c'est là qu'arrive, toute, la dernière démarche de, bah, OK, là, on va chercher vraiment le pourquoi, qui je suis pour réellement savoir ce que je veux faire et finalement arriver, à, là où je suis aujourd'hui. Merci beaucoup pour, ce partage, bah, complètement, enfin, toute cette transparence. C'est courageux, c'est honnête, c'est hyper inspirant et là, tu as parlé justement de ta reconstruction. Moi, j'avais des questions de prévention et aussi des questions de reconstruction. Du coup, il y a plus de liens là, j'ai envie d'attaquer tout de suite sur la question de les questions reconstruction. Tu en as un petit peu parlé, ça prend du temps, il y a plusieurs étapes, tu t'es fait accompagner, il y a certainement, aussi des pièges dans lesquels ne pas tomber. Par exemple, couper le lien avec la toxicité de l'environnement, qui a aussi été à l'origine du burn-out. Je voulais savoir si toi, tu avais des clés de reconstruction à donner et peut-être aussi des pièges dans lesquels, ne pas tomber? Alors, oui, oui, en fait, j'en ai parlé quelques fois effectivement. Ce que je peux voir parce que, alors moi j'ai eu la chance de m'être donné ce temps-là et je pense que c'était une clé de ma réussite et du coup maintenant moi en tant que coach, c'est le sujet où tu as, inversement ce que je vais te donner comme clé, c'est ce qui fait que je vois des gens faire plusieurs burn-out, et retomber dans les pièges. En fait, le sujet qu'il y a, c'est quand si on a le temps, je te parlerai surtout du profil du burn-out parce que je pense que c'est important de comprendre et je vais te le donner tout de suite. Ouais. Les gens qui burn, en fait, il faut savoir que un burn-out, ça peut toucher tout le monde. Tout le monde est susceptible, hein, de faire un burn-out. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est que les femmes sont 2 fois plus touchées que les hommes par le burn-out. C'est pas le débat là, mais il y a un vrai sujet de la charge mentale et de la position de la femme dans la société. Donc c'est pour ça qu'elles sont 2 fois plus touchées que par les hommes. Néanmoins, il y a des facteurs, pardon, il y a des traits de personnalité qui sont, très similaires sur les personnes qui burnent. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des gens qui ne burneront jamais, voilà, parce qu'ils n'ont pas OK. forcément, ces traits de caractère, je dirais plutôt exacerbés. Ce qu'on retrouve souvent sur les gens qui burnent, ce sont des gens qui sont perfectionnistes. Avec la problématique que ça peut engendrer. C'est des gens qui sont très investis, impliqués, motivés, généralement connus pour leur endurance et leur résistance, des gens extrêmement rigoureux, qui sont limite, workaholiques
Qui ont en plus ça, ce que je dirais le syndrome du bon et de la bonne élève, et avec la notion de reconnaissance qu'il y a derrière. Il y a une valeur travail et mérite qui est très forte, souvent généralement, liée à un facteur, éducationnel. Ils ont besoin de se sentir utiles. Il y a vraiment une notion de pourquoi, il y a une notion de sens qui est très forte, qui est souvent très peu identifiée, mais très importante. Ils ont un vrai besoin de reconnaissance et surtout, comme je disais, vraiment avoir cette notion de sens, dans ce qu'ils font. Donc ça, c'est vraiment les traits qu'on peut retrouver dans quasiment toutes les personnes qui burnent. Ça ne veut pas dire que les gens qui ne burnent pas n'ont pas ces traits-là, mais ces gens-là l'ont de manière beaucoup plus forte et beaucoup plus exacerbée. Mmh. Et en fait, le problématique là, c'est que c'est des gens, comme tu dis, work alcooliques. Quand tu te retrouves à burner, c'est-à-dire que du jour au lendemain, tu es en stand-by. Tu es en arrêt total et en fait, bah, quand tu t'arrêtes, quand tu as des journées, en fait, qui sont à 1000 à l'heure et que tu te trouves à t'arrêter, tu es juste face à toi-même et tu es dans le vide, en fait. Et le sujet qu'il y a quand on burn, c'est que les gens, cette notion de vide, en fait, bah, ça les effraie. Ils n'ont pas l'habitude. Bah, du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils le fuient et donc alors à un moment, finalement, le temps qui t'est donné, c'est un cadeau. Je le dis aujourd'hui avec le recul, hein, faut pas se leurrer. Moi, sur le moment aussi, je m'en rendais pas compte. Mais en fait, ce temps, on veut tout de suite le recombler. C'est-à-dire que tout de suite, on est en train de se dire: «Oh là là, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai sombré à titre professionnel. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie?» Voilà. Tu es en train de te dire: «Oh là là, la solution à mon problème, j'ai un problème avec, l'emploi dans lequel je suis. Qu'est-ce que je vais faire après? Qu'est-ce que je vais faire après?» Et on veut tout de suite vouloir s'en sortir et se dire et réembrayer sur une notion de: «Qu'est-ce que je vais faire?» Tu en as, tu sais pas pourquoi, tu dis: «Vont embrayer par un bilan de compétences». Alors qu'en fait, non, c'est pas du tout le sujet à ce moment-là et c'est là où c'est un vrai sujet de pas accepter le temps qui t'est offert. Hem et là, ce qui est aussi, intéressant, c'est, comme je te disais, c'est le fait d'accepter ce temps, se reposer. C'est extrêmement important d'accepter cette phase de repos. J'ai beaucoup de gens, en fait, qui viennent me voir, des fois, je leur dis: «Mais tu en es où?» Je lui dis: «Mais en fait, là, enfin, tu peux venir me voir, hein, mais en fait, tu risques de foirer, en fait, ta reconstruction. Là, ce dont tu as juste besoin, c'est de ne rien faire». Pour un burn-it, c'est compliqué, hein, de ne rien faire et accepter cette phase-là est extrêmement importante et ensuite passer par une phase d'introspection. La problématique, les erreurs que font souvent les gens, c'est que je t'ai dit tout à l'heure, c'est que comme, ils ont, mis un pied à terre dans le travail, ils pensent que, la problématique, bah, c'est repartir dans le faire. Alors qu'en fait, comme je te disais tout à l'heure en début de podcast, ce qui est pas suffisamment dit par mes connaissances du burn-out, c'est que le burn-out, c'est une crise identitaire. Pourquoi en fait? Parce qu'en Mmh. fait, tu te rends compte que pourquoi tu as burné? C'est parce qu'en fait, tu t'es pas écouté. Comme je disais, c'était une phase de suradaptation. Ça veut dire que c'était ton être qui était en train de suradapter à quelque chose sur lequel, bah, il était pas du tout en phase et qu'en fait, c'est un moment où en fait, c'est pas le faire qu'il faut que tu solutionnes, mais c'est ton être en fait. Mmh. Finalement, c'est mais qui tu es en fait? Qui tu es réellement? Pour Qu'est-ce qui a fait que, bah, tu t'es cramé, tu as pas osé dire non au point d'être devenu un work alcoolique, au point à t'être cramé. En fait, ce qui est intéressant, c'est d'aller comprendre les mécanismes qu'il y a derrière, c'est-à-dire toutes les injonctions, les «je dois», «il faut» auxquels on répond, tous ces éléments extérieurs, en fait, qui ne nous appartiennent pas, qui ont dicté notre vie et de se dire: «Mais en fait, est-ce qu'ils me sont utiles? Est-ce qu'ils m'appartiennent?» Et en fait, à partir de tout ce travail-là et c'est celui que moi j'ai fait quand je me suis fait accompagner, qui est le travail de l'être, de la crise identitaire, de se dire: «Mais en fait, si» parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent: «Je veux retrouver la personne que j'étais avant». Je dis: «Mais tu es sûre? Tu veux retrouver la personne, les traits de caractère qui ont fait de toi, que tu t'es cramé et que tu as failli pour certains, ils me le disent, hein, il y a une souffrance extrême et finalement ou peut-être pour certains, tu as failli mourir. Est-ce que c'est vraiment cette personne que tu veux retrouver? Et en fait, non. Tu te rends compte que non. La question, c'est de se dire, Mmh. bah, de comprendre pourquoi tu en es arrivé là. Il y a un vrai travail identitaire qui est à faire et souvent les gens veulent tout solutionner, le faire. Pourquoi je suis faite? Mais en fait, c'est plutôt qui tu es et une fois que tu auras compris réellement qui tu es, de manière très logique va découler ce pourquoi tu es faite et c'est ça qui est Merci. indispensable. Merci pour ces clés de reconstruction. J'ai noté 3 erreurs qui, en fait, donnent 3 clés. Les 3 pièges, c'est vouloir aller trop vite face au vide puisque d'un coup, je peux plus rien faire donc waouh, ça fait peur. Il faut vite, vite que je remplisse le vide et que je fasse quelque chose alors qu'en fait, ça, c'est un gros piège hein, puisque le corps, s'il s'est arrêté, c'est qu'il a besoin de ce vide. L'erreur numéro 2 consisterait à ne pas accepter, le temps que ça va prendre, qui sera long
et la situation, elle est comme ça et ça va prendre du temps et la troisième erreur, bah, du coup, c'est de vouloir, faire à tout prix, être vite dans le faire. Il faut que, je dois, c'est important que je m'y mette plutôt que de réparer l'être puisque le burn-out vient aussi d'une crise identitaire, d'une crise du pourquoi et ouais, c'est hyper intéressant d'avoir ces trois pièges qui peuvent, dans lesquels ne pas tomber pour bien se reconstruire, ne pas aussi refaire de burn-out parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais il y a beaucoup de gens qui font un burn-out, qui en refont un et c'est dangereux pour la santé. Ce que je voulais savoir maintenant, c'était s'il y avait aussi des clés, des questions de prévention. Tout à l'heure, tu as parlé de gens, tu as parlé des profils qui sont des profils, qui peuvent plus facilement faire un burn-out. Est-ce qu'aujourd'hui quelqu'un qui en a pas fait, qui l'a pas vécu, heu, peut détecter peut-être des signes, avant-coureurs? Enfin, comment faire pour prévenir le burn-out? En fait, comme je disais, c'est qu'effectivement le burn-out, il a 2 terrains. Il a le terrain extérieur, donc l'entreprise. Alors effectivement, tu pourrais dire quand tu es solopreneur ou chef d'entreprise, tu te qui fertile le terrain, mais si on est sur finalement ce qui est plus c'est-à-dire la partie salariée, donc tu as l'entreprise. Donc là, effectivement, il y a un vrai sujet, de prévention, dans les entreprises. Pour, dans le management, en fait, aujourd'hui, on tue, les individus par manque d'autonomie, par manque de responsabilité, par manque de créativité et par manque de sens. Pourquoi? Parce qu'on est aujourd'hui régi, dans des entreprises où c'est la course, à la performance et à, je trouve pas mon mot, et à la rentabilité, pardon. Donc Mmh. course à la performance, et à la rentabilité. Aujourd'hui, c'est les modèles économiques, qu'on a partout et effectivement, bah, les gens, courent dans ce modèle, dans ce modèle économique. Donc il y a un vrai sujet dans les entreprises. Donc ça, c'est un autre débat. Par contre, effectivement, il y a un sujet au niveau de l'être et là, effectivement, ce qu'il faut je disais, c'est qu'on recense 130 symptômes, donc ils sont très variés et c'est les mêmes symptômes qu'on peut retrouver dans d'autres types de maladies. Par contre, une chose qui est sûre, si on doit, tu vois, sur les 130 symptômes, si je devais te résumer ça en 4 grands sujets, si ils se cumulent, là, il est temps de se dire: «Ouh, il y a un sujet». Je dis quand il y a un moment, quand tu sens qu'il y a un sommeil qui est dégradé, avec des formes d'insomnie. Faut savoir que souvent les gens qui burn, ils ont pas de problème pour s'endormir, ils sont KO. Donc ils arrivent, ils se mettent un film, quasiment au générique, ils s'endorment. Par contre, ils font souvent ce qu'on appelle, des réveils nocturnes, des insomnies nocturnes. Ça, si ça à répétition, c'est déjà un signal d'alerte. Forcément, ça entraîne quoi? Une fatigue chronique. Donc on est épuisé. Ça entraîne quoi aussi? Donc un stress chronique. On est hyper tendu avec, le stress qui est quoi? Ce qu'on appelle les maux de tête, les troubles musculo-squelettiques, toutes les tensions qu'on peut avoir, au niveau du dos et cetera. Et enfin je dirais un symptôme beaucoup plus, émotionnel, c'est ce qu'on appelle, l'irritabilité. Au travail, on se retrouve d'être beaucoup plus irritable. Il y a aussi le cynisme aussi, qu'on peut, retrouver qui est très fort par rapport, à l'entreprise et du coup, ce qui se contrebalance avec cette perte de joie et de plaisir. D'ailleurs, souvent, il y a une forme d'isolement qui arrive, on sort beaucoup moins, on voit moins ses proches et cetera. Quand on commence à cumuler ça, là, on est quand même sur un gros warning et c'est là, il faut quand même, prêter attention, et c'est là, il faut commencer à s'écouter. Qu'est-ce que tu es en train de dire ton corps? Pour se préserver. Effectivement, ça sent pas bon quand il commence à y avoir tous ces symptômes-là, mais merci, c'est des symptômes, très clairs quand tu les dis, mais c'est vrai que quand ça nous arrive, c'est parfois difficile de faire la part des choses. C'est important de s'observer. Tout à l'heure, tu disais que toi, en fait, tu les avais ces symptômes, mais que tu les écoutais pas, quoi et OK. Bah, merci pour la question prévention parce que le fait ça paraît évident, mais c'est mieux en le disant. Le fait de les connaître peut vraiment aider, je pense et une fois que j'ai repéré ces symptômes, toujours dans la prévention, est-ce que tu aurais des barrières anti-burnout, peut-être des routines à mettre en place pour essayer de calmer les choses? De se dire: «OK, je vais pas aller dans le mur là, je vois que je vais aller dans le mur, je ralentis, quoi». En fait, le sujet, c'est qu'effectivement, hem, la problématique des routines pour pas, aller dans le mur, c'est qu'elle est très compliquée à mettre en place mais je vais te le dire là et les gens vont pas le faire. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que déjà, s'ils en sont arrivés là, la question de l'identité et ce pourquoi ils font les choses, souvent n'est pas arrivée. Il y a beaucoup de gens, bah, je me rends compte surtout, en accompagnement, les gens ne se connaissent pas. Et en fait, quand tu te connais pas, ça veut dire que tu ne connais pas ton système de valeurs. Ça veut dire qu'est-ce qui te nourrit profondément, qu'est-ce qui fait
que tu es qui tu es de manière, profonde et donc savoir qu'est-ce qui te nourrit, donc qu'est-ce qui te donne de l'énergie. Si tu ne connais pas ça, tout ce que tu vas entreprendre est beaucoup plus dans la rigueur, et dans la contrainte, donc plus dans le «il faut», «je dois», donc tiré par l'extérieur, et donc en fait, ce que je vais te dire là, il vous êtes difficile pour eux de les mettre en place. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, elles ne vont pas être raccrochées à ce qui te nourrit. Je m'explique. Si à un moment tu te dis: «OK, j'ai à peu près, les 4 problématiques que je te donnais tout à l'heure. OK, on écoute le podcast. OK, bon, OK, elle dit, j'écoute mes symptômes. Maintenant, bah, ça veut dire que le matin, avant d'ouvrir mon télé bah, j'ouvre pas mon téléphone par exemple et je vais faire de la méditation. OK, bon la méditation, comment je m'y prends?» Ou, on peut nous dire, écouter son corps. Ça va être aussi ce que je vais pouvoir te dire, oser dire non. Voilà, s'affirmer en fait, ce genre de choses. Ça peut être aussi tenir un journal de gratitude, avoir un esprit qui repère plus le positif que le négatif et cetera. Donc tout ça, on les a déjà entendus 1000 fois en fait. Sauf qu'en fait, moi je fais partie des choses que je fais aujourd'hui et que pour lesquelles je suis convaincue. Mais aussi pourquoi? Parce qu'en fait, je les ai raccordées à mon système de valeurs, à mes valeurs profondes. Ça veut dire que moi aujourd'hui, par exemple, je peux te prendre un exemple du sport. Donc je faisais du sport, mais la manière dont je faisais le sport avant et je fais le sport aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Avant, je faisais du sport parce qu'il fallait que je fasse du sport. Mmh. Je m'explique. Je faisais du sport parce que, il fallait, être shapé, comme ça, parce que, le crossfit c'était à la mode, le running et cetera. Ça paraît très superficiel, mais en fait, tu te rends compte que beaucoup voilà. Aujourd'hui Aujourd'hui, je fais entre guillemets «du sport» ou d'autres pratiques, en tout cas, je bouge mon corps parce que j'ai rattaché à quelque chose qui était très important pour moi, qui est la santé. J'ai une valeur santé qui est, extrêmement, importante, surtout avec ce qui m'est arrivé, hein, cette notion de corps et cetera. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne dis pas: «Je dois faire du sport» ou «Il faut que je fasse du sport», c'est plutôt: «J'ai envie». Mmh. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'en fait, je suis beaucoup plus motivée, c'est pas une contrainte pour moi. Pas une contrainte. Effectivement, alors après j'ai un mode de vie qui me permet de mais en fait, des fois, je pose mon stylo, je dis: «Mais là, j'ai envie, en fait. Là, je sens que j'ai envie de bouger», et le sport, c'est pas juste aller, tabasser dans du crossfit et cetera. Faire du sport, bouger ma valeur santé, c'est de me dire: «Non, en fait, là, je pose mon stylo, je vais aller, faire, 15 minutes dans la forêt, me promener, bouger, mouver avec mon corps, aller dans la nature» et ça me réanime et je vais être beaucoup plus productive après. Je sais pas Mmh. si ça paraît clair ce que j'essaye de Ouais, te je vois dire? je vois bah, je vois complètement, ce que tu dis, c'est pareil. Quand tu le dis, c'est très clair. Moi, ça me paraît évident, mais c'est mieux en le disant. C'est-à-dire que toutes ces belles routines à mettre en place, toutes les choses bonnes, pour toi, enfin pour nous, si c'est pas rattaché à des valeurs profondes, s'il y a pas un pourquoi derrière, ça devient des injonctions en plus, des «il faut», Exactement. «je dois» et en fait, ça crée Mmh. limite l'effet contraire. «Mince, il faut que j'aille faire du sport. Ah là là, j'en ai pas fait assez et du coup, je vais être pas content» et du coup, ça rajoute ma charge mentale et du coup, c'est encore pire et je vais encore plus Exactement. droit dans le mur au lieu d'être à 100 à l'heure, je vais à 200 à l'heure dans le mur. Donc c'est super clair ce que tu dis. Merci pour le témoignage. Je pense que c'est important. De toute manière, ça ne marche pas les routines. On les tient pas si moi en tout cas, je ne les tiens pas si elles sont pas ancrées de manière profonde avec une raison profonde derrière et rattachée à mes valeurs. Euh, Jennifer, je suis obligé de faire timekeeper parce que j'ai promis de te Mmh. libérer à l'heure. Mmh mh. Je voulais savoir s'il y a un truc à retenir dans tout ce que tu nous as dit, ce serait quoi? Hem, pour moi, la chose la plus importante, en fait, l'apprentissage réellement de ce qui m'est arrivé du burn-out. Alors, j'aime à dire que le burn-out a été, ma pire expérience, mais ma meilleure conséquence. C'est vraiment quelque chose, je le vis réellement comme ça. J'ai envie de vous dire: apprenez à vous connaître, en fait. Apprenez à vous connaître. À chaque fois que dans la journée, vous dites: «Il faut», «Je dois», si vous faites les choses par l'extérieur, c'est pas vous qui parlez et tant que vous laisserez guider par l'extérieur et non pas par qui vous êtes et ce que vous avez envie de faire, le pourquoi vous le faites aura moins de sens, aura moins de saveur, aura moins de plaisir et cetera et vous rendra moins heureux. Ça paraît un peu illuminé ce que je dis, mais en fait, c'est un long travail, peut-être un peu fastidieux de savoir réellement qui on est. Mais une fois qu'on le sait et qu'on le sent, en fait, tout est beaucoup plus fluide, tout est beaucoup plus limpide et en fait, la sensation, de joie et de plaisir dans la vie, en fait, elle est latente, quoi. Elle est là. Remplacer les «il faut» et «je dois» par un «j'ai envie», c'est une bonne clé. C'est un challenge que j'ai envie de je vais le faire, je vais tenter de le faire.
Merci pour le partage. Work in Progress, c'est un podcast sur le futur du travail. Qui, dans tes contacts, dans tes connaissances, tu me recommanderais d'y inviter? Hem, Moi, je pense que j'ai une amie qui s'appelle, Mathilde Guibert, qui est, prof de yoga et également, qui a fait une reconversion, qui était assistante, sociale. Je pense que ce serait très intéressant de l'écouter et qu'elle t'explique effectivement, son parcours, dans le travail. Ça peut être, une bonne personne, je pense, à interroger et à découvrir. Merci beaucoup pour la passe décisive à Mathilde. Elle est pas au Heu, courant. Elle est pas au courant, elle est pas au courant. Elle le sera bientôt. Dernière question, pour ceux qui voudraient te suivre, Jennifer, t'envoyer des messages, des feedbacks, quelle est la meilleure manière de le faire? On me trouve à 3 endroits. Alors, je suis arrivée sur LinkedIn en début d'année, donc Jennifer Limar sur LinkedIn. Il y a mon site, internet aussi, voilà, jenniferlimar.com. Tout est très, très facile, hein, et sur Instagram, Jennifer Limar, tiret, du bas, coach. On peut m'envoyer des messages, bon, généralement l'idéal, c'est de pouvoir m'envoyer des messages sur mail, directement. J'essaie d'y répondre, au mieux, si effectivement, les gens, ce que j'ai pu, leur dire, ça leur a fait, résonance et qu'ils veulent échanger avec moi. Ce sera partagé dans les notes de l'épisode. Merci infiniment Jennifer pour le partage. Avec plaisir Mathieu et surtout merci pour ton invitation et puis de m'avoir donné la parole. Voilà, je trouve que c'est important de pouvoir, parler de ça et de faire en sorte que le burn-out soit quelque chose de moins tabou. Si vous souhaitez recevoir le récap de chaque épisode, vous pouvez vous abonner à ma newsletter garantie 0 spam 100% gratuit, je glisse le lien dans la description. Sinon, je suis très preneur de vos retours sur cet épisode, vous pouvez laisser un avis, je le transmettrai à l'invité du jour, je réponds aussi à 100% des messages. Vous pouvez me contacter sur LinkedIn Mathieu Bernard ou par mail mathieu@inprogress.pro, in progress tout attaché. Merci beaucoup et à très vite sur Work in Progress.